Très bien, très bien. Alors, j'essaierai de faire un peu plus court quand même parce que la journée est dense. Alors, j'ai ajouté un sous-titre qui peut-être permet de lire avec un peu plus de transparence le lien entre ce thème et la problématique des transferts. En effet, il y aura une journée d'études organisée à la MSH Bordeaux et j'en profite pour remercier Sandro Landi, je ne sais pas s'il est encore en salle, mais en tout cas pour tout le travail qu'il fait, pour tout l'appui à nos projets. Et donc fin juin, il y aura une journée sur précisément le problème de la catégorisation des langues et notamment sur une base de données dont je vais parler quelques instants tout à l'heure et qui est hébergée précisément à la MSH. Donc, je vais surtout me focaliser sur la notion de langue de France, qui est une notion effectivement que je dirais évolutive et transférable. Alors, là, vous avez le plan, mais je vous rassure, vraiment, je resterai dans les temps, du moins je l'espère. Alors, d'abord, c'est quoi la catégorisation ou typologie sociolinguistique des langues? Tout simplement, bah, ce n'est pas simple, mais en tout cas, c'est la manière de fournir une sorte de carte d'identité, hein, aux langues. Et donc, quelque part, de les nommer, de les classer, de leur donner une place, hein, un peu dans notre imaginaire, dans nos représentations, mais aussi dans nos constitutions et dans nos lois, hein. Donc, à partir de la manière de nommer la langue, effectivement, on décide quelque part, un tout petit peu, ou alors beaucoup, hein, de sa destinée. Et ensuite, je vais parler donc de la notion de langue de France à l'aune d'un changement de statut du berbère, qui est une langue de France, effectivement, et donc qui fait partie aussi dans cette vision large des francophonies d'une langue, je ne dis pas francophone, mais quand même d'une langue qui est en dialectique avec la francosphère. Et puis voilà, je proposerai quelques conclusions. Alors, déjà, disons, la catégorisation sociolinguistique ou typologie sociolinguistique des langues est à la croisée du droit et de la sociolinguistique. Donc, si vous voulez, c'est un terrain par vocation interdisciplinaire. Et comme il n'y a pas beaucoup de juristes qui ont une compétence, disons, approfondie en sociolinguistique et inversement, ce dialogue entre juristes et sociolinguistes est tout à fait indispensable, hein. Euh, alors, euh, disons, voilà, pour faire simple, j'ai donné l'exemple, ou plutôt j'ai usé de la métaphore de la carte d'identité ou du passeport, si vous préférez, des langues. Et comme dans un passeport d'un être humain, une langue possède un nom propre, hein, qui, en sciences du langage, est un glossonyme, et un nom commun. Alors, le nom propre, eh bien, vous avez le français, l'arabe, le tamazirt, hein, ou berbère, hein, donc il y a plusieurs noms, hein, souvent pour une même langue, des langues qui ont des noms traduisibles et des noms qui ne se traduisent que plus difficilement. Parfois, ces glossonymes sont englobants, donc vous avez donc des langues toits, hein, l'occitan qui englobe le gascon, qui englobe à son tour le béarnais, qui englobe à son tour un parler local, généralement lié à un village. Pour les grandes langues, souvent usent de pluriels, comme les Français, les Espagnols, les Portugais, et nous, par ailleurs, nous avons notre parti pris, n'est-ce pas, et de miser sur le pluriel des francophonies, mais également des diversités, des pluralités de glossonymes en tension. Et donc, le français en Afrique, comme première étape du français en Afrique, qui arrive comme langue, disons, exportée depuis la France et importée en Afrique, qui devient français d'Afrique jusqu'à se singulariser de plus en plus, français africain, jusqu'à dépasser un seuil qui n'est jamais défini, bien défini, est un seuil plutôt émique, hein, donc lié aux représentations, et donc on aura le camfranglais, le nouchi, donc des variétés qui reçoivent un nom différent. Et puis, évidemment, le nom commun. Donc, le nom commun suivant la génétique. Donc, on aura la langue mère, la langue sémitique, la langue indo-européenne, la typologie. Donc, langue isolante,
agglutinante, flexionnelle. Aujourd'hui, la typologie a été complètement bouleversée. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le statut. Et quand je parle de statut, évidemment, je fais référence au volet juridique, le statut formel, mais également le statut informel, c'est-à-dire le prestige, disons, gravé dans une constitution, ou alors le prestige tel que perçu par les individus. Et donc là, vous avez langue maternelle, langue seconde, langue officielle, langue étrangère, langue de France, et toutes ces notions-là, qui sont des centaines, qui plus est dans plusieurs langues, hein, chaque langue a sa manière de catégoriser les langues, et évidemment, ce sont toutes des notions qui prêtent à débat. Hein. C'est quoi une langue maternelle? Eh bien, on pourrait effectivement organiser plus d'un colloque sur cette notion. Alors, il y a donc une relation qui nous intéresse aussi dans une perspective d'intervention. Et là, je suis très content de partager ce panel avec les amis de l'Axe Éducation et Plurilinguisme, donc, qui ont mis au cœur de leurs actions et de leurs réflexions le problème des vulnérabilités. Et effectivement, la manière de nommer une langue peut être le préalable d'une valorisation ou alors d'un déclassement, d'une dévalorisation de toute une communauté linguistique. Et on a donc des questions d'ordre lexical, donc je peux nommer une langue officielle, et voilà, probablement, mais ce n'est pas sûr, la loi va suivre et donc va permettre un certain nombre d'actions, y compris pour valoriser la communauté linguistique dont la langue officielle est la langue en question. Ou alors, vous avez un niveau discursif et classiquement, ça prend la forme d'articles. Hein. Donc là, j'ai cité les deux articles sans doute les plus intéressants. L'article 2 de la Constitution révisée en 92, dont la langue de la République est le français, et l'autre révision constitutionnelle, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France depuis 2008, mais bien loin, bien dans la périphérie du texte constitutionnel. Alors, on peut parler de rendement statutaire des langues. C'est un indicateur que j'ai proposé et qui commence un peu à marcher. Alors, c'est un indicateur qui est alternatif ou plutôt complémentaire par rapport aux indicateurs UNESCO. C'est quoi? L'idée, c'est que si une langue, et là je donne l'exemple du français évidemment, est plusieurs choses, y compris une minorité linguistique, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le collègue Régis Mallet m'a précédé à évoquer la situation piémontaise, et moi j'évoquerai la vallée d'Aoste, où le français est dans un régime de co-officialité, et au Piémont, il y a des communes où le français est considéré une minorité linguistique. Donc, le français est beaucoup de choses. Hein, et la langue maternelle de millions de locuteurs est une langue étrangère étudiée très largement de par le monde, est une langue seconde, évidemment, est une langue otois, parce qu'il y a énormément de variations de français régionaux, des français au pluriel tout court, est une langue officielle dans nombre de pays, notamment toutes les anciennes colonies d'Afrique, en plus de, bien entendu, la France, est une langue nationale, je vais revenir sur la notion, est une minorité linguistique, et oui, est une langue véhiculaire et beaucoup de choses. Hein, c'est-à-dire que le français est une langue pratiquée dans toutes les topologies relationnelles, de l'espace intime à l'espace public, et est donc une langue porteuse de souveraineté linguistique. Un sujet peut tout dire en français et peut faire toute sa vie grâce à cette langue. À l'opposé, on a une notion qui est très dévalorisante et qui, elle aussi, a fait l'objet de transferts, c'est la notion de patois. Hein. C'est une notion franco-française, mais que j'ai retrouvée même en Jamaïque. En Jamaïque est plus proche de la France. On la retrouve au Piémont, une fois de plus, en Suisse, au Val d'Aoste. Et dans tous ces cas-là, la notion de patois n'a pas la même acception fortement péjorative que cette notion a en France.
hein. Donc, en fait, on ne sait pas trop bien ce que c'est, patois, de patoyer, gesticuler. Donc, c'est une sorte de langue non-langue, une langue presque une gestuelle, avec donc une forte connotation liée à une ruralité, à une rusticité, et donc à des représentations historiquement, traditionnellement, fortement valorisantes. On dira, en Alsace, on dit pardon, en Lorraine, pardon, on dit on ne parle pas patois, on cause en patois, hein. Donc c'est-à-dire une langue liée à des contextes bien précis et de connivence. Alors, bon, je passe un peu sur l'intérêt d'étudier la catégorisation des langues. Je dirais la chose la plus intéressante, c'est sans doute de voir comment une notion est différemment interprétée d'un pays à l'autre. Donc, nous prenons les pays qui composent la mosaïque de la francophonie, que ce soit institutionnel, que ce soit la francophonie étudiée par la géographie des langues, les deux ne coïncidant que très partiellement, et on s'aperçoit qu'une même notion prend des formes différentes. Et l'autre élément intéressant, c'est la diachronie, hein, c'est-à-dire comment on est arrivé à forger ces notions. Alors, je passe sur donc, la base de données, base de données CLME, catégorisation des langues minoritaires d'Europe, donc initiée par Alain Viaud, hein, le collègue émérite directeur de recherche au CNRS, du labo ICARE, et qui est hébergé donc à la Maison des Sciences de l'Homme. Donc là, vous avez le lien. En tout cas, on pourra le faire circuler. Je rappelle donc 21-22 juin, si je ne m'abuse, deux journées d'études consacrées à cette base de données, organisée par Véronique Bertil, juriste à l'Université de Bordeaux, et Alain Viaud. En tout cas, c'est juste, voilà, vous montrer une capture d'écran. On a plusieurs notions dans plusieurs langues, hein. Là, vous avez par exemple une capture d'écran de notions forgées en langue basque, dont on fournit la traduction en français. Là, vous avez le nombre de notions. Donc, vous voyez, le russe et le français sont les langues pour cette base les plus productives en termes de nombre de notions. Et cela, en fait, le contenu de cette base est un corpus évolutif, donc qui s'accroît régulièrement, d'extraits à la fois juridiques et de textes juridiques et de textes sociolinguistiques. Donc cela, justement, pour mettre en perspective la notion. Alors, j'en viens pratiquement à ma conclusion pour mettre en relief les points qui me paraissent les plus intéressants dans ce contexte de réflexion sur les transferts. Alors, il y a d'abord des questions de difficulté, c'est-à-dire il y a un problème de traduction. Est-ce qu'on peut vraiment traduire minoranza linguistica en français? Minorité linguistique. Si on peut le faire du point de vue, disons, linguistique stricto sensu, mais ce n'est pas possible en même temps parce que la culture française, l'histoire, l'idéologie même nationale fait qu'en France, on ne reconnaît même pas l'existence de minorités. Soit vous êtes étranger, soit vous êtes citoyen français. Hein, ça, c'est la tradition. Aujourd'hui, les choses évoluent, hein, mais bon. Alors qu'en Italie, on parle de minoranza linguistica parce qu'on a subi le régime fasciste qui a opprimé des minorités de manière très lourde parfois, notamment les minorités linguistiques frontalières. Et donc, la constitution qui a entériné la catégorisation minoranza linguistica est une constitution antifasciste et se doit de réparer ce tort historique. Donc, minorité linguistique, en italien, minoranza linguistica, est liée à une histoire nationale. Voilà, donc d'où toutes les difficultés que nous avons pour circuler, hein, pour utiliser de ces catégorisations. Même à l'intérieur d'une même langue, le problème se pose. Langue endogène, bon, on peut comprendre à peu près de quoi il s'agit, mais c'est une catégorisation en français, mais uniquement utilisée en Belgique. De même que langue ancestrale, on ne l'utilise pas en Europe, on l'utilise plutôt au Canada, etc., etc. Il y a par ailleurs des questions encore plus, disons, glissantes, si je puis dire,
Pour nous, la notion de langue nationale renvoie, est synonyme de langue officielle, de langue d'État, de langue de la plupart, disons de la majorité de la population, langue maternelle de la majorité de la population. Or, il suffit de se déplacer et d'aller en Afrique francophone et dans ce contexte-là, une langue nationale n'est jamais la langue officielle. La langue officielle est généralement, dans les pays francophones, le français, qui n'est pas la langue maternelle de la majorité de la population. Donc, une même notion dans une même langue, mais en changeant de contexte, et change complètement de signification. Et donc, dans ce cas-là, je pense que c'est un bel exemple de intransférabilité des notions, ou plutôt de la transférabilité des notions, mais au moyen d'un travail, d'une traduction intelligente et consciente de ces enjeux. Et là, pour terminer, je vais me focaliser pendant une minute ou deux sur la notion de langue de France, qui est une notion propre à la France, qui a été forgée par Bernard Circulini, que j'ai évoqué tout à l'heure, donc l'ancien recteur de l'AUF, un linguiste très réputé, et qui avait été chargé à la fin des années 90 par Lionel Jospin, et donc en amont par Chirac, de fournir une liste des langues qui auraient fait l'objet de la protection de la Charte européenne des langues régionales minoritaires que, à l'époque, la France s'apprêtait à signer. Elle le signera le 5 mai 99, mais par la suite, suite à un débat très, très biaisé, on va dire, la France a arrêté la ratification et la France n'a toujours pas ratifié cette charte du Conseil de l'Europe, donc qui prévoit des mesures de protection, de valorisation des langues régionales ou minoritaires de chaque pays membre du Conseil de l'Europe. Alors, cette notion a reçu une définition intéressante. On entend par langue de France les langues régionales et les langues minoritaires parlées par des citoyens français sur le territoire de la République depuis assez longtemps, hein, c'est le flou. Hein. On a parlé de la nécessité ou de la possibilité de même dépasser les malentendus. Moi, j'ajouterais aussi la nécessité du flou. Le flou est parfois nécessaire. Hein. Le flou, probablement, est à la base aussi de nos constitutions. Hein. Il faut qu'il y ait une marge, une virtualité. Autrement, on est condamné à l'échec. Donc, depuis assez longtemps, pour faire partie du patrimoine culturel national, sans être langue officielle d'aucun État. C'est-à-dire, chez Bernard Cerquilini, avec qui j'ai pu discuter personnellement, et d'ailleurs, j'ai fréquenté la délégation générale à la langue française de langue de France il y a quelques mois. En fait, la France décide à la fin des années 90, la France, bon, les institutions linguistiques, on va dire, de la France, de considérer comme langue de France toutes les langues parlées sur son sol qui ne sont pas officielles par ailleurs. Et toutes les langues parlées depuis assez longtemps, hein, depuis quelques générations. Et donc, la liste est évolutive. En 99, était formée par 75 des langues de France. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 82. Là, vous avez une synthèse extrême de ces chiffres. La langue des signes française représente un groupe linguistique à part. Et maintenant, pour conclure, la question qui m'a paru intéressante, c'est quid du berbère, qui fait partie donc des langues non territoriales de France, qui est devenue en 2011 et 2016, au Maroc et en Algérie respectivement, langue co-officielle à côté de l'arabe. Donc, cette évolution juridique hors de France va se répercuter ou pas sur la notion même de langue de France. Donc, c'est une sorte de, je ne sais pas, comment parler de contre-transfert, je ne sais pas. En tout cas, la notion évolue même en raison de facteurs externes par rapport au contexte qui a produit hein, cette notion. Alors, la réponse voilà, est vite donnée. Pour l'instant, les instances gouvernementales franco-françaises ne souhaite pas retirer le berbère de la liste des langues de France. Tout simplement parce que c'est politiquement compliqué, délicat, et par ailleurs parce que cette officialisation du berbère au Maroc et en Algérie, surtout en Algérie, est plutôt en retard. Hein. C'est
c'est une officialisation plutôt sur le papier et pas encore dans la réalité. Alors là, je vais vraiment arrêter le partage et juste conclure en disant que un autre aspect autour de cette notion de langue de France qui concerne la problématique des transferts concerne, et c'est un aspect qui n'est pas anodin et qui est très peu fréquenté, l'étude disons, des formes que peut prendre, qu'a pris ou qui pourrait prendre, disons, le fait de, disons, la notion elle-même, une fois que les communautés linguistiques respectives se saisissent de la notion. Je l'ai dit très, très mal. Autrement dit, comment les Berbères de France se saisissent du fait que le berbère est une langue de France. Voilà. Donc, comment la notion qui est forgée, permettez-moi la métaphore, dans la tour d'ivoire ministérielle, est ensuite transférée à la société civile, aux communautés concernées. Et dans ce cas-là, j'ai une mastérante marocaine, Amazir, qui est en train d'étudier précisément auprès des associations de berbérisants, berbérophiles, berbérophones de France, comment, d'abord, s'ils sont au courant, et ensuite, s'ils se saisissent de cette notion pour faire avancer leurs revendications culturelles, etc. Voilà, donc ça, c'est un aspect des transferts aussi qui me paraît intéressant disons, à mettre un peu sur la table. J'espère ne pas avoir pris trop de temps et je vous remercie pour votre attention.